Vates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Und als Gott helft, sie sehen unter der Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, avec moi au micro, Shahar Feinberg. Nu lo mir alle tanzen, it's still the way. Pour cette première émission de l'année 2022, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Migle Anouchowskaite. Bonsoir Migle. Bonsoir. Migle est une artiste de la bande dessinée vivant à Vilnius et elle vient également de terminer un poste de 5 ans au Centre de recherche judaïka à la Bibliothèque nationale de la Lituanie où elle a travaillé avec des documents et des manuscrits notamment yiddish. N'est-ce pas Migle? Oui, c'est vrai, c'est presque 5 années, mais je suis juste quitté mon travail. Alors, tout d'abord, pour commencer, peut-être pour savoir comment tu es entré dans le jeu du Yiddish, comment tu as appris le Yiddish et comment tu as commencé à travailler dans ce poste au Centre de recherche judaïka? En fait, c'est pas une histoire très intéressante parce que j'ai pas d'histoire de famille, rien du tout comme ça. En quelques moments, j'ai gagné un prix pour un livre bande dessinée que j'ai fait avec une collègue. Et j'ai voulu faire quelque chose d'intéressant avec la monnaie de prix. Et j'ai décidé d'apprendre des langues. Et j'ai commencé à apprendre chinois, des langues non indo-européennes. Oui, et apprendre chinois. Et j'ai pensé que ça pourrait être cool à apprendre quelques langues aussi pas indo-européennes, mais plus synthétiques que chinois. Et j'ai commencé à apprendre un peu d'hébreu biblique. Et j'étais dans un cours de hébreu pour quelques mois. Et après, ma professeure m'a invité à travailler dans un centre de recherche judaïka. Et j'ai commencé avec hébreu, des catalogues, des livres en hébreu. Mais après, on a commencé à travailler avec les documents en yiddish. J'ai commencé à apprendre en yiddish et finalement, je suis complètement convertie à yiddish. C'est pas à dire que hébreu n'est pas intéressant, mais yiddish, c'est la langue avec qui je travaille le plus. Donc, Migle, à la Bibliothèque nationale, de quoi consistait ton travail? Qu'est-ce qu'on fait à la bibliothèque? On a travaillé... mon travail, la plupart de mon travail, c'était sur les documents, en principal en yiddish, qui ont été retrouvés en 2017. C'était les documents qui étaient cachés pendant la guerre pour qu'ils ne sont pas volés de nazis. Ils ont été cachés, retrouvés après la guerre. Après ça, ils ont été cachés encore. Et quand on a réorganisé des bibliothèques, Lara a demandé sur les documents et il y a des gens qui ont travaillé sur ça. Ils ont retrouvé beaucoup de documents, 1000 et 1000 des pages qui ont été cachés pas cachés, mais ils ont été dans les boîtes, tout sales, etc. Et on a commencé à les pas distribuer, mais arranger. Quel document vient d'où? C'est ça de Yivo, c'est quelques papiers du magasin, du journal, c'est ça. On les a arrangés et c'était un projet qu'on fait avec Yivo de New York et on les a catalogués. Ça veut dire qu'on les mis dans le... je sais pas. Dans le fichier? Dans le fichier, oui, c'est ça. On l'entrée d'informations sur un système qu'on peut les chercher, que le chercheur, par exemple, peut les chercher. Et on les restaurait. Et ils ont fait des copies digitales
ils ont envoyé en niveau pour que le document qu'ils ont en niveau, la part de même collection, et ici en Lituanie, il peut être réuni sur Internet et on peut chercher toute la collection. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur la collection des autobiographies des jeunes juifs des années 32, 34 et 39. Ivo a fait 3 concours pour les jeunes, a envoyé leur autobiographie sur nom de plume, oui, anonymisé, et et les jeunes peuvent gagner un prix. Et les chercheurs de Ivo à l'époque, qui étaient à Vilnius, peuvent apprendre sur la vie des jeunes juifs, quels problèmes, quelles solutions, etc. Et j'ai travaillé beaucoup sur cette collection. J'ai lu des biographies, je les organisées. Et aussi la collection est dans au moins trois endroits en niveau, et ici en bibliothèque et aussi en archive centrale de Lituanie. Et alors je fais un peu de registre avec Jessica de Ivo pour comprendre quel document est où et comment, parce que parfois on a un cahier ici, un cahier numéro 7, et Ivo a un cahier numéro 6. La même personne. Et on n'a pas de cahier, des autres cahiers, juste ça. Mais quand même, c'est un document important de la vie de quelqu'un, les joies. C'est très intéressant, ouais. Donc, ce sont des autobiographies de jeunes gens de la Pologne, n'est-ce pas, qui décrivent leur quotidien durant ces années, où il y a, si j'ai bien compris, il y a assez peu de soucis par rapport au nazisme aussi. Ça rend ces documents, ça leur donne une petite touche un peu macabre, n'est-ce pas, car on sait ce qui vient dans la vie de ces jeunes gens. Et eux, ils écrivent et ils vivent sans aucune idée de la suite de l'histoire. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de soucis. Ils parlent de leurs parents qui sont très religieux. Ils veulent échapper leur shtetl, aller en grande ville. Ils veulent trouver l'amour. Ils parlent de ses amours, de ses vies sexuelles. Parce qu'à l'époque, c'était aussi les théories de Freud. Freud était traduit en yiddish. Ils ont analysé leur expérience, leur amis, leur école. Mais en tout cas, il y a quelques instances où ils parlent des gens qui ne sont pas juifs. Et il y a quelques instants j'étais en autobus et un Shegetz m'a attaqué, c'est dur la vie, mais il n'y a aucune idée que le Holocauste peut arriver. Tous les jeunes pensent de leur avenir. Ils rêvent de faire ça et faire ci. Et c'était pas juste Pologne, le premier concours c'était juste Vilnius. Après, c'était Pologne, mais ils vont en demander pour beaucoup de pays. Il y a des autobiographies de Israël, Palestine à l'époque, de Allemagne, de Autriche, Autriche, des États-Unis. Mais oui, la plupart c'est Pologne. Geist und Mimes, Vilne die Schlachtartera, wo es murmeln stille Twiles, stille Sedes von der Nacht. Oftmal seh ich dich in Holland, geliebte Vilne mein, und die alte Vilner Ghetto in einen nebeldicken Schein. Vilne, Vilne,
unser Heimstatt, unsere Bänkschaft und Baguette. Ach, wie oft es ruft dein Namen von mein Heuger Eisatre. Wilner Gesslach, Wilner Teichen, Wilner Weldelbark und Tod. Es neuet, es bängt sich noch die Zeiten von Amor. Seh dem Wälderle Sakrete in sein Schlafen eingehielt, wo geheim es haben Lehrer unser Wissen durchgestillt. Viele hat dem ersten Faden von der Freiheit von gelebt und die Liebe Kinder ihre mit a zarten Geist belebt. Wilne, Wilne, unser Heimstatt, unser Bänkschaft und Baguette. Ach, wie oft es ruft dein Namen von mein Heuger Eisatre. Wilner Gesslach, Wilner Teichen, Wilner Weldelbark und Tod. Es neuet, es bängt sich noch die Zeiten von Amor. Donc c'était au cours de ton travail en fait à la librairie, à la Bibliothèque nationale que tu as appris le yiddish. Et est-ce qu'il y a des cours à Vilnius, à la bibliothèque? Comment ça se fait à Vilnius? Comment est-ce qu'on apprend le yiddish? Il y a comment apprendre yiddish si votre université n'offre pas des cours en yiddish. Normalement, il y a des programmes d'été, des écoles d'été. Il y était une à Vilnius, mais maintenant c'est terminé. Et c'est un très bon moyen d'apprendre yiddish parce que tu vas quelque part, ou tu restes dans ton ville, et il y a beaucoup de gens qui sont super intéressés et les cours sont normalement très intensifs et tu passes beaucoup de temps, un mois ou plus ou un peu moins, dans un milieu très très yiddish. Et c'est très sympa. Et comme ça, j'étais à l'école d'été à Vilnius, à Paris, à New York. Et maintenant, tout est sur Zoom. Alors, j'ai continué sur Zoom. Mais c'est pas la même. Et nous, pour nos auditeurs, pour toute transparence, Migle et moi, on s'est rencontrés à l'école, au programme d'été du Yiddish à Paris en 2018. Et Migle, c'est une grande amie de l'émission, puisque c'est elle qui a fait les affiches de Yiddish Heint toute l'année dernière. Et cela nous fait parler justement de ton travail d'artiste de la bande dessinée, parce que le Yiddish, en fait, c'est un monde complémentaire à tout un autre monde que tu as, et que peut-être que ceux du milieu Yiddish connaissent un peu moins sur toi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une artiste de la bande dessinée, d'abord? Et qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as quitté ton poste à la Bibliothèque nationale, tu es artiste à temps plein, n'est-ce pas? Oui, c'est effrayant, mais ça va. Je vais voir, peut-être je vais survivre. Oui, comme une artiste de BD, je fais des BD chaque 2 semaines pour un journal, oui, culturel. Et aussi, normalement, il y a des projets, des livres,
quelqu'un demande à faire un livre sur cet personnage ou cet personnage, je le fais et après, je sais pas, c'est pas très intéressant. Mais oui, et en yiddish, quand j'étais en cours, moi aussi, j'ai dessiné pendant les lectures, leçons. Et c'est très sympa parce que tu peux voir des personnages, des dialogues et introduire yiddish dans les bandes dessinées. Et j'ai montré pour quelques de mes collègues dans les Paris ou à New York. Et beaucoup de gens ont aimé se rencontrer dans les bandes dessinées de classe. Et est-ce que tu as créé donc déjà des bandes dessinées en yiddish? En yiddish? En langue yiddish? Oui, quelques, mais juste les petits bandes dessinées pendant les lectures. Oui, non. Les cours? Les cours, oui, pendant les cours. Parfois, j'ai utilisé yiddish et aussi j'ai dessiné des yiddish pour un journal Affenschwell et aussi quelques pour le Facebook de Centre de recherche judaïka. C'est très intéressant parce que c'est un peu de défi quand tu veux combiner anglais et yiddish ou lituanien et yiddish, parce qu'en bande dessinée, c'est très important la direction où tu lis. Et pour combiner les deux, c'est un peu de problème. Mais c'est cool, c'est intéressant. Tu peux trouver une solution, comment utiliser deux langues, et qu'en même temps, le lecteur peut comprendre et ne sera pas confus où commencer, où lire et quoi lire, etc. Normalement, le plus simple solution, c'est faire tout en vertical. Mais Donc des questions de typographie de la bande dessinée, comment s'arranger avec des alphabets qui s'écrivent de gauche à droite et à droite à gauche. Oui. Ça crée de nouvelles problématiques pour comment encadrer ces dessins. Et si tu n'as pas encore produit une bande dessinée importante en yiddish, tu en as fait peut-être quelques-unes sur le yiddish, sur le monde yiddishophone de la Lituanie, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait quelques petits livres à bande dessinée avec une autre organisation qui travaille sur le héritage juif. Et on a fait 3 petits livres sur synagogue, sur Shtetl et sur Gaon de Vilnius. Et pour moi, c'était super. C'était mon sujet favori. Pas favori, mais c'est mon travail favori quand j'ai un sujet qui est un peu difficile peut-être et que tu peux expliquer en utilisant les textes et les images aussi. Par exemple, et ces petits livres sont pour les écoles, pour les étudiants de l'école moyenne, école moyenne, oui. De collège? De collège, peut-être. Disons que c'est le collège. Et c'est pour expliquer c'est quoi le grand, c'est important d'expliquer c'est quoi le Talmud. Et ça, c'est un peu de défi parce que les Lituaniens ne savent pas c'est quoi le Talmud. Même beaucoup de Juifs ne savent pas c'est quoi le Talmud. Et pour expliquer le Talmud pour les enfants. Et j'ai parlé avec Lara, qui est la chef de recherche. Lara Lempert, la Oui. directrice du Centre de recherche judaïka à la Bibliothèque nationale. Oui, et très intéressante personne. Je lui ai dit que je fais un bande dessinée Talmud pour les enfants. Et elle a dit, Migle, je savais que tu n'aimes pas des enfants, mais je ne savais pas que si trop. Mais je pense que c'était intéressant et je suis contente avec les résultats. Parce qu'au-delà du yiddish et du monde de l'héritage juif en Lituanie, tu t'intéresses à pas mal de sujets variés, n'est-ce pas? J'ai vu l'autre jour sur Facebook une bande dessinée que tu as fait sur l'articulation des arthropodes,
n'est-ce pas, l'évolution des membres des bestioles qui ont la carapace à l'extérieur, n'est-ce pas? Donc, pour toi, est-ce que la bande dessinée, c'est un bon moyen, justement, pour prendre des sujets compliqués ou peut-être abstraits ou même, je ne sais pas quel mot je cherche, mais des sujets hors du commun pour les raconter d'une manière inattendue et qui reste avec le lecteur? Oui, en fait, il y a beaucoup bande dessinée, ça pourrait être beaucoup de choses différentes, et c'est pour chaque auteur, c'est une chose différente. Pour moi, oui, j'aime bien le pouvoir des explications de bande dessinée. Et j'ai fait un livre bande dessinée en lituanien sur sémiotique et grimace. Peut-être le français le connaît. Et je l'ai fait parce que moi-même, j'ai étudié sémiotique et on a lu des livres, on a discuté, etc., etc. Et j'ai pensé que, oui, la théorie est compliquée, mais ça pourrait être beaucoup plus facile si c'est sur image et dessiner et dessin. Et tu peux dire beaucoup plus si tu as une dimension en plus de ton idée, de ton plan. Et alors, je l'ai fait, j'ai parlé avec mon éditeur, j'ai dit que je vais faire un livre sur théorie de sémiotique. Et mon éditeur a dit que oui, peut-être faire une biographie de grimace et de théorie de sémiotique. Ok, oui, d'accord, je comprends. Mais oui, c'est ce que j'ai fait. Donc, petit à petit, à travers les commandes de biographie, tu arrives à insérer aussi ton point de vue. Oui, c'est intéressant parce que c'est juste dessiné, c'est un peu pas très... pour faire des lignes sur le papier, ça même, c'est pas... Waouh! C'est intéressant à trouver une idée, un bon moyen à l'exprimer sur le papier. Et donc, passons du papier à la radio et à la création radiophonique. Migle a participé cet été à l'université d'été du MEDEM, à l'atelier radio que moi-même j'ai animé, et elle a commencé à rédiger son premier polar pour la radio en yiddish, à Bobbe mit Brillen, qui va Mirza Shem apparaître plus tard cette année. Mais entre-temps, elle a également rédigé un polar, son premier polar pour la radio lituanienne, qui va être diffusé d'ici quelques jours, n'est-ce pas? Oui, en 9 de janvier. Sur la radio nationale lituanienne. Oui. Et c'était ta première fois, n'est-ce pas, d'écrire une pièce radio. Comment était cette expérience pour toi, justement, après avoir eu l'aide du visuel pour faire comprendre ton message? Là, c'est plutôt l'inverse. Oui, j'avais très très peur. C'était effrayant. Mais oui, en fait, j'adore les polars. Je lis beaucoup de polars et peut-être comme beaucoup de gens qui lisent des polars, j'avais un rêve, oui, pour écrire moi-même. Et j'aime bien... j'ai commencé une fois à écrire quelque chose comme un roman, mais c'était un peu dur. Mais j'aime bien planifier les crimes. Pas les crimes fictifs. Oui, tu aimes bien planifier des crimes sur le plan fictif seulement. Oui. Et penser quel personnage pourrait être là, qui était où. J'ai quelques cahiers. Oui, petits cahiers avec les plans de crimes fictifs. Et j'ai commencé à écrire. Un ami qui travaillait dans une radio nationale de Lituanie a dit qu'il cherche de pièces, oui, pièces radio. Et si je veux écrire quelque chose, je dis ok, vas-y, je vais essayer. Et j'ai écrit une pièce et
ils ont trouvé un réalisateur, ou plutôt le réalisateur a choisi faire ça. Et oui, ils ont écrit avec les acteurs et tout propre, etc. C'était très cool. Je l'ai entendu la première fois hier soir. C'est très étrange d'entendre les acteurs lire ton texte. Mais je ne suis pas sûre comment c'est pour les gens qui écoutent, si le rythme est clair tout de suite ou si c'est un peu... Si c'est pas trop... Mais oui, mais je pensais pas trop à la structure dramatique ou quelque chose comme ça, juste sur le crime. Et aussi le Bob mit Brillen, même chose. J'ai pensé quel meurtre pourrait arriver à archives de Yiddish, par exemple. Et c'est l'idée. Je vais bien le finir. Oui, à Bob mit Brillen, le premier polar yiddish de Yiddish Hind qui sortira peut-être cette année. Alors, donc, maintenant que tu es libéré d'un poste et tu te trouves en travailleur indépendant du monde de l'art et de la bande dessinée, quels sont tes projets pour l'année à venir? J'ai quelques projets en lituanien, normalement parce que en Lituanie, je dessine beaucoup de bandes dessinées biographiques sur quelques gens. Et maintenant, les gens m'approchent pour m'offrir à faire la même chose. Alors, j'ai un projet biographique, j'ai un autre projet, et il y a quelques petites choses ici et là, et de grands projets, je ne sais pas. Je voudrais bien continuer Yiddish. Peut-être l'année prochaine, on va avoir l'atelier bande dessinée sur... Oui, à l'université d'été de 2022 de la MCY, il y a eu l'idée a été flottée d'avoir un atelier bande dessinée dirigé par Migla Nuszowska. Donc, précipitez-vous à vous inscrire pour l'université d'été de Berlin. Et maintenant que tu es en dehors des cadres du Yiddish, parce que tu as terminé ton travail, et aussi je pense que tu as suivi un cours en ligne avec Ivo qui se termine bientôt également. Quelles sont tes idées pour continuer avec le monde Yiddish et comment, peut-être pour ceux qui nous écoutent, dans l'espoir aussi de participer, qui ne sont pas dans un cadre où il y a du Yiddish, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à participer dans le monde Yiddish et à y faire partie? C'est une dure de question. On peut faire des cours Yiddish en ligne ou en personnel. En ligne, je trouve que c'est aussi très bon. Tu peux continuer avec ta vie 2 fois ou une fois par semaine. Tu vas sur ton ordinateur, tu peux schmuezen ein bisschen mit den anderen Talmiden. C'est en fait beaucoup de nous, je pense, les adultes, on n'a pas beaucoup des occasions pour faire travailler notre cerveau. C'est ton responsabilité à travailler ton cerveau. Personne ne te force pas. Et c'est dur. Alors, pour s'inscrire en Yiddish, c'est un bon exercice. Et aussi, on peut écrire les pièces radio, par exemple, ou participer dans les ateliers, je sais pas. Je voudrais bien faire quelques bandes dessinées. Et pour moi, le monde lituanien, de Lituanie en Yiddish, je voudrais bien faire plus de traductions de Yiddish en lituanien. Et j'aime bien faire des traductions des poèmes, oui. De trouver le rythme et les bons mots, c'est un peu comme casse-tête, trouver de bons... c'est pas toujours... c'est jamais de bonnes solutions, mais c'est assez bonnes solutions. Et j'aime bien
faire ça, mais normalement, je pense que la littérature, le monde littéraire de Lituanie peut bien profiter de littérature yiddish, mais il n'y a pas beaucoup de traducteurs, il y a beaucoup d'argent, etc. Mais je voudrais bien faire ça aussi. Justement, je voulais te demander comment est-ce que, par exemple, les bandes dessinées que tu as fait sur le monde yiddish, comment est-ce que ça a été reçu en Lituanie? D'abord ça. Euh, les petits livres, la plupart sont distribués pour les écoles. Alors, je ne sais pas très bien parce que je ne suis pas venue parler avec des enfants. Mais les gens, les adultes, les aiment bien. Et je les donne parfois comme les cadeaux, comme quelque chose. Et les gens aiment bien. Et il y a des choses qu'on peut découvrir sur les bandes dessinées. Et en général, je pense que les jeunes en Lituanie sont très intéressés à la culture juive en général, aussi en culture yiddish. Mais il n'y a pas très beaucoup d'informations. Et aussi, c'est un peu exotifié. Oui, c'est le mot. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais ils sont intéressés un monde juif mystérieux, loin, etc. Et comme une des raisons pourquoi le centre de recherche judaïka a travaillé, c'est pour montrer les gens que c'est pas quelque chose d'exotique et loin, mais c'était ici, on a des documents, il était des gens, c'était le monde normal, mais très intéressant. Je me souviens, une fois, tu m'as raconté qu'un lecteur est arrivé à la bibliothèque et qui cherchait à parler avec le bibliothécaire en charge des Talmuds. Kabbalah. Des Kabbalah. Oui. Et que tu avais t'étais désolé pour lui, mais devant lui se trouvait la bibliothécaire en charge de la Kabbalah, Migla Nushowska. Et il t'a regardé, il a dit... Je vais revenir plus tard. Oui, je ne suis pas d'expert de Kabbalah, mais j'ai fait une lecture pour l'éducation des Lituaniens sur les sujets juifs. Deux conférences sur la chaîne YouTube de la bibliothèque. Oui, mais c'était parce que c'était un Covid. Oui, mais j'ai fait une lecture aussi, une conférence en personne pour les gens vivantes. En présentiel, c'est le nouveau terme. Ok. C'est pas que je suis une très bonne experte, mais comme on a partagé, qui parle sur quoi, j'ai lu beaucoup sur Kabbalah, alors j'ai fait une présentation de Kabbalah, et alors je sais quelques livres qu'on peut prendre et lire, etc. Mais les gens ne sont pas convaincus que... Une autre fois, il y a été un homme qui est venu et elle a demandé à Lara, est-ce que je peux parler avec quelqu'un sur Kabbalah? Et Lara a dit, oui, Migle peut te dire quelque chose. Il a dit, oui, ok, il était poli avec moi, mais il était très mécontente. Et après, elle a demandé, est-ce qu'il n'y a pas un homme plus vieux qui peut parler avec moi? C'est ça. Ah oui, mais désolé, on n'a pas de rabbi dans un centre. Écoutons maintenant un morceau d'une autre jeune femme qui se connaissait en Kabbalah, Madonna, avec son tube Isaac de 2005, qui avait provoqué un petit scandale à l'époque parmi les vieils hommes dont on parle. Voilà Isaac de Madonna, de son album Confession de la piste de danse.
will even if they'll stop, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels, how they sit, in front of the light. That's what it's about. Et si je pouvais te demander ton projet de rêve, si un mécène arrive et il dit « Migle, tu peux faire une bande dessinée sur n'importe quel sujet », quel serait le sujet? Je voudrais bien faire une bande dessinée sur les animaux. Et si c'était une bande dessinée yiddish? Pourquoi pas? J'ai fait, dans la dernière école d'été, on a dû faire une présentation pour nos collègues. Et j'ai fait une présentation en yiddish sur les animaux invertébrés, aussi vertébrés un peu, mais sur protostome et deutérostome. Je pense que c'est une distinction importante et que les gens, oui, quand on pense animaux, on pense la plupart du temps les mammifères, les animaux à quatre pattes ou les oiseaux peut-être, mais on ne sait pas du tout quelle folie se passe dans un monde des animaux petits, des animaux invertébrés ou les poissons ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est très intéressant et très bon pour comprendre le royaume des animaux en général et notre place dans ça. Et évolution aussi, c'est très intéressant. Je voudrais bien faire un livre de théorie sur les animaux. Et pour nos auditeurs, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est qu'un protostome et un deutérostome? Puisque c'est un sujet très important, en effet. Oui, c'est un peu dur en français, mais je vais essayer. Alors, les animaux, il y a beaucoup des animaux très simples, les animaux unicellulaires, les animaux comme méduses, oui, qui n'ont pas de symétrie latérale. Ce sont des symétries radiales, par exemple, ou pas de symétrie. Il y a des animaux qui s'organisent un peu comme des arbres, où il y a plus de choses à manger. À cet côté, ils vont se répandre. Et nous, on ne peut pas faire ça. On a un plan de demande de jambes, etc. On ne peut pas évoluer plus d'aimants à la direction où il y a des chips. Et c'est dommage. C'est dommage. Imagine le chaos. OK. Et en quelques moments d'évolution, les animaux ont commencé à être bilatérales, alors à avoir un côté droit et un côté gauche. Et c'est parce que, oui, il y a beaucoup de conditions pourquoi c'est arrivé. C'est normalement pour le mouvement, pour bouger et manger. Et en presque le même moment, les animaux ont évolué le trou dans leur estomac. Alors, pour digérer, tu dois bouger. Mais tu ne veux pas digérer en bougeant avec tout ton corps. Et avec ce trou, c'est l'homme, tes intestins, ton estomac, peut bouger, tu peux être tranquille ou, je sais pas, travailler. Alors, c'était pour évoluer un autre trou dans ton corps. Et mais ce trou, il est à l'intérieur du corps ou... À l'intérieur, oui. D'accord. Donc, à l'intérieur du corps, le trou s'ouvre dans l'intestin qui se spécifie pour la digestion musculaire. Oui, il y a un trou intestin, mais les animaux avant avaient ça aussi. Il y a un trou qui une capsule. Un tube. Un tube, oui. Et donc, ça l'intestin développe des muscles extérieurs dans dans la forme d'un tube, pour justement avoir un mouvement musculaire autonome. Ouais. Okay. Oui. En presque ce moment, les animaux ont commencé à évoluer la bouche et
L'anus. L'anus, oui, et l'anus. Et il y a deux manières, quand tu es juste une cellule dans un œuf ou quelque chose comme ça, comment faire ce trou. La manière 1, c'est évaluer le bouche premier, et après, ça veut répandre, et faire un anus dernier. D'abord, la bouche D'abord, s'ouvre la bouche. dans le développement embryonique. Oui, D'abord, la bouche s'ouvre. Ensuite, sans vagine, je crois que c'est Ouais. le terme technique. Ouais. Et par le tube digestif s'ouvre en bas avec l'anus. oui. Et l'autre système? Et l'autre système, c'est l'inverse. C'est première, l'anus s'ouvre et ensuite, on vagine sur la bouche finit l'évolution du trou. Et il y a deux types d'animaux. Et tu peux deviner lesquels sommes-nous. C'est très facile quand tu écoutes quelques gens qu'on a commencé par l'anus. Mais tous les vertébrés, quelques animaux qui ressemblent de vers, oui, vers, mais les insectes et quelques Et ça, c'est le anus premier. anus premier, donc les deutérostomes. Deutérostomes. C'est en manière polie pour dire bouche deuxième. Et on tout comprend. Ce qui implique Ouais. anus premier. Ouais. Et les insectes et les animaux, beaucoup des animaux invertébrés, comme les araignées, des scorpions, etc., ils ont les bouches premières, protostomes. Et ouais, c'est ça. c'est l'histoire, c'est une histoire importante. Moi, personnellement, je serais enchanté, ravi de lire un livre en yiddish sur ce sujet exactement. Je pense que c'est un excellent projet de livre. S'il y a des éditeurs qui nous écoutent, qui Oui. cherchent un projet, à mon avis, très vendeur, Migla Nushowskaite, elle est prête. Oui, c'est moi, je peux le faire. Et pour terminer, Migle, je veux te poser une question un peu délicate, Ok, d'accord? ok. Quel est ton insecte préféré? Je ne sais pas le nom en français, mais c'est l'insecte petit que tu peux trouver souvent dans une salle de bain. C'est un insecte sans les œufs, wings, Sans elle? sans ailes, mais quelques insectes ont évolué les ailes et ils ont les laissées. Cet insecte, c'est très primitif et il n'a pas évolué ses ailes. Et il est une couleur très jolie, segmentée, c'est un peu argile. Argenté? Argenté, oui, c'est argenté. Et il bouge très rapidement. Et sur son queue, tu peux voir trois petits queues. Et c'est une chose qui a la même chose qui ont partagé des autres animaux qui ne sont pas insectes, mais ils sont en relation des insectes. Par exemple, des velvet worms, quelques animaux. Des vers à velours, peut-être, je ne connais pas des le vers nom. en velours, par exemple. Et tu peux trouver aussi cette chose à la manière un peu atavistique sur quelques larves. Et je pense que c'est très joli. Et il est très ancien. Il est très mignon. Et il a beaucoup de choses qu'on peut nous apprendre. Un point commun très ancien et très mignon entre nous et nos ancêtres. Migla Nushowskaite, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et merci à vous, nos auditeurs, d'avoir écouté Yiddish Heint. Bonne année et à bientôt dans 2 semaines. Bonne année et au revoir. Mir alle tanzen jetzt der Duet. Hop, kille a Freilach. Hop, kille nu gicher hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt die Bob-Kille. Nu lo mir gehen a tanzel, wie lang es los ich noch. Ai, 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 geht, das so geht.
alle tanzen du in der Rhythm. Oi, 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 geht das so, geht. Mädel nemmen a Bocher en tanz mit ihm. Nu, wir alle tanzen, jetzt stell du hop, kille. Ja, Freilach, hop, kille. Du, ich hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt nie Bock, kille. Das ganze Leben ist doch nicht mehr wie ein Tag.